Si je vous dis entend Robert, voici donc encore ici un adage bien connu ici en Martinique, mais qui garde quand même une part de mystère, notamment chez les plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que entend Robert a marqué des générations. Cet adage a traversé des décennies, ce qui n'est pas forcément le cas de nos aînés qui disparaissent les uns après les autres avec cette histoire qui a marqué la Martinique. Alors, que veut dire exactement l'expression entend Robert? Qui est ce fameux Robert? On en parle avec Richard Château-Degas, le lieutenant Orsinet, et Sylvie Mélien. Entend Robert, c'est tout de suite après ça. Comment deux jeunes de Sainte-Anne ont-ils pu disparaître aux yeux et à la bande de tous? Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses affaires de l'histoire de la Martinique. Un scandale à plusieurs millions, voire milliards. Où se cachent les ravisseurs? Que nous cache-t-on 60 ans plus tard? Mise à fait. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Mise à fait, le rendez-vous des faits d'histoire. Aujourd'hui, on va parler d'un certain Robert ou Robert que moi, à titre personnel, comme beaucoup de nos auditeurs, je n'ai pas connu et qui a donné naissance à une expression très populaire ici en Martinique qui désigne une période de grande souffrance et de privation en Martinique dans les années 40. Pour en parler des experts, et nous avons donc la grande chance d'avoir avec nous Monsieur Richard Château-Degas, historien, Sylvie Mélien, historienne également qui a traité de cette question-là, et le lieutenant Orsinet pour nous apporter un éclairage sur toute la partie militaire. Première question pour vous, Monsieur Richard Château-Degas. Dans quel contexte s'inscrit l'arrivée de de l'amiral Robert? Robert, qu'est-ce qu'on dit? Dans quel contexte on est en Martinique? Combien d'habitants? Qui dirigeait la Martinique au niveau mondial? Où en était-on à l'arrivée de l'amiral Robert et en quelle période déjà? Alors, durant cette période, on sort du premier conflit mondial où les Martiniquais ont participé à la Première Guerre mondiale. 14-18. 14-18. Hein. Certains sont revenus, d'autres sont restés en France. Hein. Et puis, on est aussi économiquement dans il n'y a plus d'esclaves hein, depuis 1848. Hein. Beaucoup d'usines centrales, celle du Larentie, celle de Rivière-Salée, celle de non loin d'ici, la Pointe des Nègres, etc. Donc, des usines centrales avec des ouvriers qui travaillent dans ces usines centrales hein, à des postes divers. Et puis, vous avez des champs de canne qui sont toujours présents où vous avez une population qui travaille. Combien d'habitants à peu près il y a en Martinique à cette Alors, entre 230 000 habitants, 230 000, 240 000 habitants pour la Guadeloupe et la Martinique. En Guyane, ils sont nettement moins, mais c'est à peu près le chiffre qu'il y a à cette époque. Du coup, qui dirigeait en Martinique? Comment ça se passait, l'organisation administrative de la Martinique à cette période-là, avant son arrivée? Alors, avant son arrivée, vous avez un gouverneur, puisque la Martinique est un statut de colonie. C'est un gouverneur qui organise l'administration avec des administrateurs. Et puis, vous avez quand même, au niveau politique, vous avez des Martiniquais qui se sont emparés de cette vie politique. Et dans les mairies, vous avez des maires noirs, des maires martiniquais. Vous avez également un sénateur noir martiniquais, qui est Henri Lemery, qui va devenir en 1940 ministre des colonies. Il ne va pas rester longtemps, mais en tout cas, il devient ministre des colonies. Qui dirigeait en France? Qui était le président à cette période-là? Je ne me souviens plus. René Coty ou un truc comme ça, non? Je ne me souviens plus. On attend de trouver cette réponse-là. Du coup, arrive donc l'amiral Robert. Qui est-il, Monsieur Château-Degas? Que fait-il? Qui est-il? Alors, donc, l'amiral Robert, c'est un marin, donc c'est un officier de marine qui est retraité. C'est-à-dire qu'il est dans sa 65e année. Il est né en 1875. Qui arrive, donc il est retraité et à l'annonce de la guerre, à l'approche de la guerre, il prend contact avec le gouvernement. Il monte à Paris et il demande son retour en activité pour participer à la guerre. À l'approche de la guerre. À l'approche de la guerre. Il D'accord. veut faire la guerre. C'est un homme qui a un carnet militaire assez rempli, conséquent, et qui passe pour être un grand marin, un grand soldat qui a des
voilà, qui a un passé, en tout cas, qui a fait la Première Guerre mondiale, forcément. Alors, on est bien Il avait d'accord la trentaine. que la France n'a pas encore perdu la guerre. Non, la guerre n'a pas commencé. Voilà, donc il est avec la France. Voilà, il est avec la France, pas la France Absolument. occupée, juste la France. Absolument. D'accord. Absolument. Et donc, il arrive en Martinique avant donc, la défaite française. Absolument. Voilà, parce qu'en fait, on a l'impression parfois qu'il est arrivé après la Non, défaite, il arrive avant. sur le régime de Vichy, etc. Non, il arrive avant. Donc, Il a des missions militaires. D'accord. Pas encore pour gouverner quoi que ce soit. Il arrive simplement avec un statut de militaire. Il arrive en Martinique en statut de militaire. Oui. Il y a déjà un gouverneur qui est déjà présent. Oui, mais il y a toujours eu un gouverneur. D'accord, ok. Il y D'accord. a toujours eu un gouverneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel âge a-t-il? Donc, c'est un retraité, on l'a dit. Quelle est l'administration? À quel moment il passe donc, au pouvoir? Donc, il devient donc pas gouverneur, il devient un peu le... Haut commissaire. Au commissaire. Comment ça se passe? ouais. Comment il est arrivé au pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé qui justifie sa présence aux plus hautes instances? Monsieur Château-Dégard. J'attendais. Donc, il arrive en tant que commandant en chef de la zone de l'Atlantique Ouest. D'accord? Donc, il arrive en tant que militaire et 15 jours après, il obtient un titre, c'était déjà prévu, de haut commissaire de la République. Donc, le militaire devient également un politique. D'accord. D'accord? Haut commissaire de la République, mais pas pour la Martinique, mais pour l'ensemble français de la Caraïbe. Donc, c'est un pouvoir étendu qui signifie qu'il y a en fait un changement de statut politique des colonies françaises. C'est-à-dire que les colonies isolées fonctionnent désormais comme les colonies africaines, sous un gouvernement général. C'est-à-dire qu'en fait, l'amiral Robert va coiffer la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et il est intéressé par Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que commandant, pas en tant que politique, mais en tant que commandant militaire, chef militaire. Donc, il y a un changement de statut, ce qui est important parce que ça veut dire que la politique qui va impulser va s'imposer aux trois îles. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une politique guadeloupéenne en Guadeloupe. Il est basé en Martinique. Hein. Il est basé en Martinique. La Martinique est devenue une base aéronavale extrêmement importante sur le plan militaire, avec une grande quantité de navires de différentes dimensions, avec des sous-marins, etc., que l'amiral Robert a fait entrer. En réalité, c'est l'amiral Robert qui va ordonner aux navires qui étaient en mission, qu'on avait chargé de de transporter l'or de la Banque de France hors d'atteinte des Allemands. Donc, il devait les déposer au Canada, entre autres. L'amiral Robert les intercepte au passage et les détourne. Il leur donne l'heure de rejoindre la Martinique, donc de ne pas livrer l'or. Ça, on va en parler de l'or, de la fameuse légende. Enfin, Voilà. c'est pas une légende en réalité. Non, Parce qu'il y a vraiment eu de l'or. Non, il y a vraiment eu de l'or. On va en parler. Il y a un chapitre dans cette émission, on va parler de l'or qui est caché en Martinique, ou qui serait caché en Martinique. Là, c'est vraiment le fait qu'il construit un ensemble qui est différent de ce qui existait avant. Et ça montre en fait qu'il a un projet politique. D'accord. Du coup, la France perd la guerre, en tout cas très rapidement. Du coup, comment est l'organisation administrative, économique et militaire sur le territoire à son arrivée? Est-ce qu'on est sous de la loi martiale? Est-ce qu'il y a une suppression des libertés? Est-ce qu'on revoit les manuels scolaires? Comment ça se passe, Madame Mélia? Alors, les choses vont être progressives. Ça ne va pas se faire tout de suite, puisque l'amiral Robert reçoit ses ordres de France. Ce n'est pas lui qui décide quoi que ce soit, même s'il a pris effectivement un certain nombre de décisions suivant le contexte de ce qui se produisait dans les colonies, mais il attend qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Donc, il va y avoir un certain nombre de discours. Il va y avoir déjà l'armistice, la fin de la guerre, qui va plonger la Martinique dans une espèce de désespoir, parce qu'on ne peut pas s'imaginer que la mère patrie perde la guerre, d'autant qu'il y a des Martiniquais qui sont engagés et qui vont combattre en 1939. Donc on ne peut pas imaginer que la France puisse perdre la guerre. Et le 17 juin 1940, le maréchal Pétain annonce que la France a perdu la guerre, qu'il va falloir signer l'armistice. Et tout de suite après, le lendemain, le 18 juin 1940, le général de Gaulle prend la parole pour dire qu'il faut continuer la guerre, Et entre-temps, dans les colonies africaines, Félix Éboué va appeler
les colonies, et notamment sur le continent africain, les colonies françaises, à poursuivre le conflit. C'est ce qui va apporter une bouffée d'air au général de Gaulle, parce que quand il dit poursuivons la guerre, il n'a pas derrière lui des contingents. On ne le connaît pas déjà, on ne sait pas qui c'est. Et il arrive, il dit qu'il faut continuer la guerre. Et finalement, Félix Éboué va lui tendre la main et permettre de poursuivre ce conflit. Félix Éboué, qui était donc un Guyanais, c'est bien ça, effectivement, qui était administrateur, je crois que c'est au Sénégal, au Tchad. Au Tchad. Alors, comment la population ici accueille les nouvelles venues de France hexagonale, de la guerre? Est-ce qu'il y avait un quotidien à l'époque? Est-ce qu'il y avait un journal, etc.? Et après, on va donner la parole à M. Orsinet. Alors, il y a des journaux, il y a des bateaux qui arrivent très régulièrement. On a des nouvelles du front. Il y a des courriers également. Alors évidemment, pas comme aujourd'hui, avec le téléphone portable, en 2 secondes, vous savez ce qui se passe ailleurs. Les gens savent que la France est en guerre. Les gens savent qu'ils apprennent la défaite de la France quasiment en simultané. Et les gens sont déçus, les gens sont très tristes, hein, parce que aujourd'hui on pourrait pas le comprendre, mais il y a un amour incroyable pour la mère patrie. Les gens aiment la France, tout ce qui vient de France, etc. Et c'est vrai que c'est la désolation vraiment de se rendre compte que la France a perdu la guerre. On peut pas s'imaginer que la France ait pu perdre la guerre. La transition, elle est toute faite, puisque à vos côtés nous avons donc le lieutenant Orsinet, qui est aussi président de l'association des anciens combattants de Martinique, de l'Union territoriale des anciens combattants de Martinique. Alors justement, est-ce qu'il y a encore cet amour pour la France, la mère patrie, encore aujourd'hui? Cet amour existe toujours. Alors au niveau des anciens combattants qui perpétuent cette mémoire, nous avons également dans les lycées et collèges des interventions que nous faisons, et nous remarquons que les jeunes on est en train de critiquer les jeunes, la jeunesse, mais les jeunes sont très prêts à servir. Et pour cela, quand on parle de l'amiral Robert, il faut savoir aussi que les restrictions qu'il y avait à l'époque font qu'il y avait beaucoup de privations déjà, au niveau scolaire, au niveau pour la jeunesse martiniquaise. Et ce qui fait que la mère patrie est toujours restée telle. On ne peut pas se dire qu'on n'est pas français. Mais la différence, c'est que nous voulons être français à part entière. Voilà ce qui se passe en ce moment. On fait le lien avec ce qui se passe en ce moment. On veut absolument qu'on soit français. Est-ce que vos parents vous ont parlé de la période Antan-Robert? Alors, mes 2 parents m'ont parlé. Mon père, premièrement, puisqu'il a fait, c'est un ancien militaire. C'est un ancien poilu d'ailleurs, qui a fait la guerre 14-18. Ils sont partis à 5, dont ils sont revenus qu'à 2, puisqu'il a perdu son petit frère Albert et 2 autres cousins où ils étaient ensemble. Ils sont partis à 5 faire la Première Guerre mondiale. Guerre mondiale, ils sont revenus qu'à 2. Il y a eu 3 décès. 3 décès. Ensuite, pour la France. Alors, mon père m'a parlé de l'amiral Robert et qu'à une certaine époque, il cherchait des gendarmes. Des gendarmes de la population qui avaient fait, qui avaient fait la Première Guerre mondiale, ou qui étaient des fonctionnaires pendant ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres. Il voulait récupérer ces gens pour pouvoir gérer un petit peu les Martiniquais. Parce que l'amiral Robert voulait quand même que les Martiniquais ne fassent pas de déboires. Ensuite, mon grand frère m'a parlé également de l'amiral Robert, du Antan-Robert, parce que les restrictions alimentaires, surtout tout ce qui venait de l'extérieur, suite au blocus des États-Unis, tout ce qui venait de l'extérieur était jeté à la mer avant d'arriver, et ce sont les pêcheurs qui pouvaient récupérer certaines denrées pour pouvoir les ramener à terre. Mais dès qu'ils arrivaient à terre, les marins de la Marine nationale, les militaires de l'amiral Robert, récupéraient tout
Alors, vous l'avez évoqué, vous avez parlé de privation. Sylvie Mélien, qu'est-ce qui a conduit à ce phénomène de privation? L'expression anti-enrobé est toujours un peu associée à quelque chose de négatif, de privation, d'extrême pauvreté. Qu'est-ce qui a conduit à ce phénomène de privation durant cette période? Alors, ce n'est pas l'amiral Robert. En fait, on a des colonies qui sont des colonies principalement de culture d'exportation. Donc, l'accent est mis sur ces cultures d'exportation, la canne à sucre. Ensuite va venir la banane et ensuite, un peu avant 1939, l'ananas. Alors, juste sur ça, sans vous interrompre, est-ce que vous pourriez nous préciser le type de colonie qu'il y a à l'époque? Il y a des colonies pénitentiaires. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas que chaque colonie avait sa fonction. Donc, il y a des colonies d'exploitation, comme vous l'avez dit. Il y avait des colonies pénitentiaires, qui est notamment le cas peut-être de la Guyane. De la Guyane, avec le Nouvelle-Calédonie aussi, je bagne, crois. la Nouvelle-Calédonie également. Voilà. Donc, Nouvelle-Calédonie, Guyane, c'était des colonies pénitentiaires où on envoyait des gens en prison. Voilà. Oui. Il y a notamment Dreyfus qui était en Guyane. Oui. Et du coup, la Martinique, c'était une colonie d'exportation. D'exportation, la Guadeloupe, colonie d'exportation, c'est-à-dire qu'on a des cultures d'exportation. Et depuis longtemps, dès les débuts de la colonisation, il n'a pas été prévu une politique de culture vivrière. C'est-à-dire qu'on demande à chacun de pouvoir subvenir à ses besoins. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, l'amiral Robert fait le constat de cette situation. Vous avez des descendants de colons qui sont dans des cultures d'exportation et qui n'ont pas cette vision de planter des cultures qui permettraient aux gens de survivre s'il y avait un phénomène qui arrivait. Ensuite, vous avez une population, ceux qui ont quelques lopins de terre, des Martiniquais, sont aussi dans cette culture d'exportation puisque c'est celle qui rapporte de l'argent, pas la culture vivrière. Et politiquement, on n'a pas non plus cette vision de pouvoir rendre indépendante la Martinique pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Donc il arrive et il constate cette chose qui met en fait la Martinique en difficulté, qui va la mettre en difficulté jusqu'à maintenant d'ailleurs, puisque nous n'arrivons pas autosuffisants. Nous n'arrivons pas à subvenir à nos besoins. Et donc, dans une espèce d'urgence et d'obligation, il va demander aux gens de commencer à planter pour qu'on puisse au moins subvenir à ses besoins et être moins dépendant des autres et notamment des Américains. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il y a un blocus. On va poser la question à M. Château-Desgats. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un blocus américain. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi justement, subitement, on a moins de nourriture qui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on est en guerre. En fait, on est en guerre. Et les Allemands occupent la mer. C'est-à-dire que les Anglais résistent. Ils reçoivent du matériel de guerre venant des États-Unis. Donc l'océan Atlantique, c'est un océan dangereux. D'accord ? Avec des sous-marins. Avec des sous-marins, etc. Beaucoup de destruction de navires, etc. Ce qui fait que très tôt, la Martinique se trouve comme n'importe quel pays se serait trouvé, en dépit de la dimension, en dépit des cultures politiques agricoles. Mais la question le développement des économies, des cultures d'exportation est beaucoup moins important qu'aujourd'hui. Il ne faut pas faire quoi non plus qu'il n'y a pas de petits cultivateurs, les campagnes ne souffrent pas de la disette. Les campagnes ne souffrent pas beaucoup de la disette. C'est surtout les gens de la ville qui souffrent de la disette. Donc il y a quand même un arrière-pays. Et durant tout l'entre-deux-guerres, je n'ai pas eu le temps de parler de l'entre-deux-guerres, mais durant tout l'entre-deux-guerres, il y a un effort du Conseil général en particulier pour permettre le développement des cultures vivrières, pour se préparer à d'éventuelles possibilités d'isolement, pour développer l'élevage. Donc en fait, on savait déjà que potentiellement, il y aurait eu des privations, que la nourriture aurait eu du mal à arriver. Absolument, c'est pour ça que le contexte, la clarification du contexte avant la guerre était importante, parce qu'on a vu venir la guerre. D'accord, ok. On a vu venir la guerre, en tout cas, on a vu venir la guerre. 1938, le Conseil général, les conseillers généraux et la presse rendent compte des débats qui traversent notre société sur
le comportement de la France vis-à-vis de l'Allemagne, sur le fait qu'on laisse faire l'Allemagne, etc. Donc, il y a un débat politique assez intense, en fait, en Martinique. Donc, on est dans un contexte de pleine guerre, avec un océan Atlantique qui est dangereux, avec des bateaux qui ont parfois du mal à faire la traversée. Et il y a aussi le fait donc, que les États-Unis peut-être voient très mal le fait qu'il y ait deux îles, puisqu'on ne parle pas de la Guadeloupe, mais il y a la Guadeloupe et la Martinique voient des îles qui sont... Et la Guyane. Et la Guyane. Qui est sur le continent américain. Justement, il y a eu un embargo sur la Guyane aussi également, ou pas du tout? Non, l'histoire de la Guyane est un peu différente. Okay. Les Américains vont même construire un aéroport, l'actuel aéroport Rochambeau, ce sont les Américains qui vont le construire. D'accord. Ça va devenir une base arrière pour les Américains. Mais les Américains voient d'un très mauvais œil, en fait, d'avoir des brûlots français, allemands, qui ont signé l'armistice en plus avec l'Allemagne dans cette zone qui est la leur, en fait. D'accord. Les États-Unis ne sont pas encore rentrés en guerre. Hein. Non. Ils opèrent juste un blocus. Non. Ils sont toujours dans la guerre froide, comme on dit. C'est à Pearl Harbor qu'ils vont entrer en guerre. Qu'ils vont entrer en guerre. Oui. Du coup, comment la population s'organise face à la situation? Est-ce qu'il y a des plans B? Qu'est-ce qu'on fait? La farine, l'huile? Est-ce qu'on peut en parler? Puisque nos grands-parents nous parlent de « En temps Robert, il n'y avait pas de frigidaire, mettez du sel, etc. » Est-ce que vous pouvez nous en parler, Madame Méliès, justement, de ces plans B qui se sont mis en place? Alors, il y a une culture, il y a plusieurs cultures qui vont se mettre en place. Par exemple, on fait du sel aux marins. On essaie d'utiliser des choses du quotidien, surtout dans les campagnes, effectivement, comme l'a dit Monsieur Château-Dégâts, pour essayer de subvenir à ses besoins. On fait de l'huile, on fait des bougies, on utilise ce qu'il y a dans le jardin proche de la maison, le jardin vivrier. On nourrit un cochon, un mouton, pour essayer de subvenir à ses besoins. Mais c'est vrai que ça n'est valable principalement pour les populations qui sont dans les campagnes. Dans les villes, les choses sont beaucoup plus difficiles. Il y a un troc qui se met en place, il y a un marché noir également qui va se mettre en place avec les deux îles anglophones qui encadrent la Martinique, Sainte-Lucie et la Dominique. Et finalement, ce sont les communes qui sont en bord de mer qui s'en sortent le mieux par rapport à ce marché noir, et aussi celles qui sont en pleine campagne où on peut effectivement cultiver un petit jardin créole. Vous en avez des souvenirs, lieutenant Orsinet, de cette période-là, en tout cas des plans B qui se mettaient en place par votre famille, etc.? J'étais très, 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 très jeune. Je ne sais même pas si j'étais encore né. J'étais même pas encore conçu. Mais c'est pour dire que, selon ce que mes grands frères et mes grandes sœurs me disaient, les pêcheurs travaillaient beaucoup à cette époque. Et je vais vous dire que moi, je suis d'une famille de militaires, mais après la guerre, mon père est devenu pêcheur. Et il est allé en commune très retiré pour chercher son épouse. Donc, les légumes et le poisson faisaient bon coup bouillon, donc ça pouvait manger. À l'époque, il n'y avait pas de famine quand même à la Martinique. Ça n'existait pas, la famine. Les gens pouvaient se nourrir. Et je pense qu'avec tous les pays que j'ai visités, on est encore dans ce même contexte. Mais pourquoi les gens disent qu'en temps Roubaix, ça tirait de C'était dur pourquoi il y a ce côté-là, puis chape de plomb? Est-ce que c'est... Voilà. Pourquoi on disait ça, en fait? Moi, j'essaie de comprendre pourquoi. Je disais, en temps Roubaix, il tirait de... Ouais. Je suis sûr que 2009, la guerre de 2009 était peut-être plus dur qu'en temps Roubaix, non? Il faut savoir qu'à l'époque, le mental jouait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on avait de la famille à l'extérieur. Il y avait de la famille qui était en temps Roubaix sur le champ de bataille, puisque il y avait quand même la guerre, même si on ne parle pas de guerre mondiale, de cette deuxième effective. En temps Roubaix, c'est que l'amiral Robert, il gouvernait d'une manière à affaiblir la population au maximum. Mmh. C'est surtout, il y avait des cartes de rationnement. Les gens avaient des cartes de rationnement. La nourriture était rationnée parce que l'amiral Robert nourrissait d'abord ses soldats.
nourrissait d'abord les gens de la marine, les militaires, etc. Et c'est vrai que les personnes ont gardé en mémoire, notamment dans les villes, hein, ces cartes de rationnement où on vous dit que vous avez droit à tant, suivant le nombre de personnes qu'il y a dans la famille. Et le blocus a renforcé ce sentiment de manque. En 1942, le blocus qui a enfermé la Martinique et qui empêche toute nourriture d'entrer, a amplifié en fait ce sentiment de manque. Est-ce qu'il y a des monuments militaires qui sont issus de cette période-là, le fort de Zé, Tatanson, etc., les Trois-Îlets, je sais qu'il y a un fort aussi aux Trois-Îlets. Est-ce que ces monuments sont issus de cette période-là ou c'était bien antérieur? Alors, je laisse je te dis que... D'accord. Il y a un fort, il y a un fort aux Trois-Îlets avec des canons, ça n'a absolument rien à voir avec cette période-là, c'était avant. Mais avant, si vous voulez, je voudrais bien revenir sur la question de l'alimentation, du rationnement. C'est-à-dire, d'une part, pour dire que les États-Unis inondaient, c'est-à-dire les États-Unis nous donnaient à manger. C'est-à-dire, le commerce avec les États-Unis, il a fonctionné pendant longtemps, d'accord? Alors, c'était un don? C'était un don? Non, c'était du commerce. Voilà, c'est pas un don, c'est un système qui est mis en place par l'amiral Robert avec le gouvernement de Vichy, bien entendu en accord, pour permettre que l'or, justement, qui est arrivé aux États-Unis et qui est conservé aux États-Unis, serve de garantie pour le paiement donc, même s'ils n'ont pas d'argent ici, en fait, ce sont des ventes qui étaient gagés par l'or qui était aux États-Unis. Donc, en fait, ce qui fait qu'il y a un commerce, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de famine. C'est-à-dire qu'il y avait de l'alimentation, maintenant il y a eu une disette, il y a une réduction du nombre. Il y a ça. Donc, le rôle des États-Unis, donc, il y a la coupure par là, mais pas la coupure vers les États-Unis. D'autre part, il y a la Guadeloupe avec le Poyo. Le Poyo, c'est-à-dire la banane verte de Guadeloupe. En Guadeloupe, on a une petite paysannerie qui est dans la banane. Donc, il y a un grand développement de l'économie bananière que nous n'avons pas encore en Martinique. D'accord? Je dis petite paysannerie. Il y a une grande production, une grande propriété qui s'adonne à la culture de la banane. Alors qu'en Martinique, la culture de la banane, ce sont les petits cultivateurs qui, à côté de chez eux, ont des plants de bananes, quelques pieds de bananes et qui participent. Donc, ce qui fait qu'en Guadeloupe, la Guadeloupe nous a fourni également beaucoup de bananes. D'accord? Donc, c'est pas le problème, c'est que nous avons retenu, donc ça c'est au niveau de la mémoire que nous avons de l'amiral Robert, notre population a retenu les faits marquants de la dernière période de l'amiral Robert, à partir du moment où il y a eu un blocus des États-Unis, donc rien n'arrivait plus. En 1940. Rien n'arrive plus des États-Unis, et à ce moment-là, ça s'est ajouté aux restrictions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Ils ont arrêté de donner. Ils ont arrêté parce que pour quelle raison? l'aval, pour une raison politique, idéologique politique et militaire importante, qui est le retour de Laval au pouvoir. Laval, c'est au sein du gouvernement de Vichy, Laval, c'est le courant le plus favorable aux nazis. Parce que Pétain n'était pas nazi. Extrême droite. C'est l'extrême droite. Pétain n'était pas mais nazi. Mais l'extrême droite et l'extrême droite. Et Laval était plutôt nazi. Non. Laval était beaucoup plus collaborationniste. Beaucoup plus proche des... Oui, c'est-à-dire qu'il c'était un national-socialisme assez proche de celui d'Hitler. Donc, il était d'accord pour ce qu'on appelle le collaborationnisme, c'est-à-dire une collaboration très serrée avec les Allemands, ce qui n'était pas le cas de Pétain. Okay. Et donc, quand Laval, qui était vice-président, il devient l'homme politique fort du régime de Vichy, il y a un rapprochement entre Vichy et les nazis. Et les États-Unis craignent à ce moment-là que les colonies françaises de l'Amérique ne puissent servir de base d'attaque vis-à-vis d'eux éternels. Donc, ils durcissent leur opposition. Et donc, ils arrêtent de donner à manger. Absolument. Et donc, ils veulent séparer, en fait, ils font pression sur l'amiral Robert pour pousser l'amiral Robert à se séparer de Vichy. C'est-à-dire prendre son autonomie et ne pas... Voilà. D'accord, ok. Alors oui, pour les Américains, je pense qu'ils sont là depuis le début, en fait. Dès qu'il y a l'annonce de la guerre, et bien avant,
il demande à tous les États qui vont être en guerre que cette guerre n'arrive pas dans cette zone-là, parce qu'eux ne sont pas en guerre et ils ne souhaitent pas qu'il y ait de conflit dans cette zone. Donc effectivement, quand il voit que la France a perdu la guerre, les rapports vont se tendre encore un petit peu plus avec Mersel-Kébir. Mersel-Kébir, c'est au moment où les Anglais vont bombarder la flotte française pour qu'elle ne tombe pas aux mains des Allemands. Ça, c'est au Maroc, ça, je crois, non aussi, Oui, et la tension va devenir vraiment très, très forte. Il y a aussi le fait que l'amiral Robert va faire allégeance à l'État français. Les Anglais viennent régulièrement et les Américains viennent régulièrement en Martinique pour demander à l'amiral Robert de rejoindre les forces françaises libres. Ce qu'il refuse. Alors, il ne refuse pas catégoriquement, parce qu'il sait que s'il refuse catégoriquement, non seulement ce qui est en train de se mettre en place en termes de commerce et d'alimentation, etc., ça va se couper. Donc, il leur dit à chaque fois qu'il n'y aura pas d'armes, que l'or, les 300 tonnes d'or qui sont là ne vont pas servir aux Allemands. Il fait un tas de promesses, en fait, aux Américains qu'il essaie de tenir pour que, justement, comme il est sur le fil rouge, il ne veut pas aller vers la France libre, mais en même temps, il veut continuer à faire allégeance à l'État français. Et en fait, il est sur une espèce... C'est un jeu d'équilibre. Et quand les Américains... Et ça va coïncider effectivement avec l'arrivée de Laval, puisqu'il y a un durcissement et puis il y a une occupation entière de la France qui se fait aussi à cette période-là. Quand ils vont se rendre compte de ça, ils vont se rendre compte également que l'amiral Robert ne va pas du tout se ranger du côté de la France libre. À ce moment-là, ils vont couper les ponts. Ils vont couper les ponts. Très rapidement, vous avez parlé de Laval et de Pétain. Pourquoi on parle beaucoup de Pétain comme étant un traître et un peu moins de Laval? Pourquoi Laval n'est peut-être pas aussi connu dans les livres d'histoire que Pétain? Les gens l'aiment pas tellement, je crois, Laval. C'est pas une figure. Pétain, non, je dis ça, mais on parle beaucoup de Pétain. Non, mais on l'aime pas. Les plus jeunes ne connaissent pas Laval. Non, mais Laval, les gens ne l'aiment pas beaucoup. C'est vraiment le. Non, je veux dire, les plus jeunes comme moi ne connaissent pas Laval. Moi, Laval, je connais pas. Je connais Pétain comme le grand traître, disons-nous, mais Laval n'est pas du tout connu. Le maréchal a un aura. Le maréchal, c'est un ancien militaire. Il a gagné lors de la Première Guerre mondiale, il a quand même mené des batailles importantes. Donc c'est quelqu'un qui est le plus aimé de France. Il est le maréchal. Oui, à cette époque-là, oui, tout le monde l'adore. Donc on lui confie la France. On lui confie la France. Et donc, les gens l'aiment. Mais son rapport avec Laval n'est pas un bon rapport, parce que lui non plus n'aime pas Laval. Et je pense que dans l'histoire, ça s'est traduit comme ça, par un oubli de Laval. Les gens n'aiment pas Laval. D'ailleurs, vous avez parlé d'histoire, donc on a posé la question en sondage. Est-ce que vous connaissez, donc aux Martiniquais qui aura cette émission, à peu près 170 votants, est-ce que vous connaissez dans les détails l'affaire, en tout cas la période Antan-Robert? Ils sont donc 125 à dire que oui, effectivement, ils connaissent parfaitement l'histoire d'Antan-Robert. J'en doute, mais voilà. Et 46 qui disent non. Oui, mais voilà, c'est bien. Mais en tout cas, j'apprends beaucoup de choses avec vous aujourd'hui. Et moi, j'aimerais aborder maintenant un sujet pas sensible, mais au moins de sémantique pour qu'on puisse savoir de quoi on parle exactement, avec notamment ce qui se passe en ce moment au niveau des conflits sociaux en ce moment, mais qui durent quand même depuis pas mal d'années, avec des termes qui sont employés à tort ou à travers ou avec raison. On parle beaucoup de Martinique comme étant toujours une colonie. Alors, qu'est-ce qui différencie la colonie Martinique du département d'outre-mer Martinique? Qu'est-ce qu'une colonie? Et depuis 1946, quelles sont les différences qu'on peut opérer, Madame Mélien et Monsieur Château-Desgars? Alors, sensible, hein? Tu me laisses commencer. Alors, c'est quoi une colonie? Madame Mélien d'abord. Alors, une colonie, en fait, dans la colonie, on a des lois qui sont spécifiques à la colonie. Et puis, surtout dans la colonie, alors... La Martinique et la Guadeloupe, c'est un peu particulier. Les personnes qui s'y trouvent ne sont pas des citoyens. Ils n'ont pas droit aux mêmes lois et aux mêmes règles que ce qui peut se faire en France. Il y a vraiment des règles spécifiques. Et puis en plus, à la Martinique, durant la période coloniale, on a une monnaie
qui est à nous, sur laquelle on a des têtes de Martiniquaises, etc. Donc, il y a toute au niveau de la justice, même s'il y a des similitudes et il y a des choses qui s'appliquent dans les colonies, mais il y a beaucoup de lois et de règles qui sont spécifiques dans la zone dans laquelle on va se trouver. Chaque colonie peut avoir, suivant le contexte, peut avoir ses lois, ses arrêtés, son organisation administrative, etc. C'est-à-dire que d'une colonie à l'autre, on a des choses qui peuvent différer. Alors que quand vous êtes vous devenez département français, tout ce qui se fait en France va automatiquement s'appliquer à la Martinique. Alors, c'est vrai que au moment de 1946, les choses ne se sont pas appliquées de facto, qu'il a fallu des combats syndicaux pour qu'on puisse avoir une presque égalité entre la France. Mais madame, ça m'a fait sourire ce que vous dites, parce que du coup, la France hexagonale. Si je comprends bien, et c'est là où c'est un peu cocasse, un peu l'histoire, en tant que colonie, on avait plus, dirons-nous, d'impact sur notre territoire, avec nos propres lois, nos propres décisions. C'est très paradoxal. On est devenu donc un département français pour avoir les mêmes lois qu'en France. Oui. Et maintenant, dans notre réflexion, nous sommes en train de nous dire il faudrait qu'on ait nos propres lois, etc., comme au beau temps des colonies. Donc, voilà, c'est quand même intéressant que vous, qui avez le savoir et les connaissances, que vous êtes des historiens, vous avez travaillé depuis des années sur ces questions-là, que vous puissiez replanter un peu le décor, vous m'apprenez quelque chose que dans les colonies, ce ne sont pas les Noirs qui ont le pouvoir. D'accord. Voilà. Ça, c'est quand même une chose importante. Ce sont les colons. Ce sont les colons qui ont le pouvoir, l'administration française et les colons. Donc, les Noirs n'ont pas le droit au chapitre. Du coup, est-ce bien différent aujourd'hui? C'est quand même... Enfin, ça va dépendre des périodes. Oui, non, mais d'une manière générale, quand même, c'est-à-dire que si nous étions département... géré comme un département, oui peut-être, mais le lycée, la création d'un lycée permettant aux Noirs de poursuivre leurs études, ça a été une conquête qui a été possible parce que nous avions notre budget. Parce que la colonie avait son budget, le lycée a été créé contre la volonté du gouverneur, contre la volonté de l'État. Le lycée a été créé par la volonté des Martiniquais. Et ce n'est pas la seule réalisation. C'est-à-dire que alors, suivant les périodes, j'insiste. Oui, le fait de disposer... Oui, mais c'est le 19e siècle, c'est post-esclavage. C'est post-esclavage. C'est-à-dire le fait de ne pas être soumis, le fait d'être une colonie et donc de ne pas bénéficier, si vous voulez, d'un fonds financier commun, etc., d'avoir notre propre budget, d'accord ? Nos impôts restaient en Martinique, c'est-à-dire alimenter le budget de la colonie. Ça a permis au Conseil général, et c'est là où ce n'est pas tout à fait juste de dire que les Blancs avaient le pouvoir. C'est vrai que la France avait un pouvoir important. Suivant les périodes, j'insiste. Oui, mais d'une manière générale. La colonie, c'est 1635, c'est pas le 19e siècle. Oui, mais depuis 1870... C'est important. Depuis 1870, ce qu'on appelait la couleur, les hommes de couleur, les Noirs, la couleur a pris la direction du Conseil général, la plus haute assemblée de la colonie. Donc, en fait, la politique interne à la colonie n'était pas déterminée par les Blancs. Elle était déterminée par la couleur, ce qu'ils appelaient, ils s'appelaient la couleur. C'est ce qu'ils appelaient. Et en fait, ça a permis à la Martinique de faire un bond important. Parce que pendant toute cette période, c'est une période d'investissement, parce qu'il y a un objectif, c'est justement de faire la preuve que, hors l'esclavage terminé, cette race qui était donnée comme une race inférieure, etc., ce qui justifiait l'esclavage, cette race avait le même potentiel que les autres et qu'il était capable, par conséquent, d'avancer dans la marche, dans le progrès. D'accord ? Donc ça, c'était un objectif fondamental pour nos élus. Et ça a permis donc... les mairies, l'éducation, le développement de l'éducation qui a été extrêmement important, etc. Je vais très vite pour dire que le résultat de cette dynamique-là, c'est Aimé Césaire. Aimé Césaire, c'est... 20e siècle.
Oui, mais c'est une dynamique longue, c'est une dynamique C'est pour ça que post-esclavage. je dis qu'il faut Que ce faire soit- Non, non, il y a non, des oui. périodes Non, mais où vous c'est- avez dit que au temps de la colonie, c'était les Blancs qui avaient le pouvoir, alors que Mais non. oui, suivant les périodes. Oui. Bon, on se C'est-à-dire qu'il y a une voilà. évolution, on peut Ils dire ont ça mis en comme place ça. une dynamique qui a permis l'émergence d'une élite culturelle, d'une élite politique. Et Césaire, c'est pour ça, c'est une des forces de Césaire, c'est-à-dire que Césaire, c'est le symbole. C'est juste la résultante. C'est la résultante, d'une- c'est la résultante, d'une mais c'est une tentative de- symbolique. c'est C'est une une symbolique. symbolique dans la tête des gens. C'est-à-dire que d'accord, j'ai c'est un nègre noir, c'est pas un mulâtre, etc. C'est un noir qui revient en Martinique avec une aura. Il a fait les plus grandes écoles de France. Il est au niveau des plus grands intellectuels français. Et donc, c'est le triomphe de l'idée que nous ne sommes pas inférieurs, nous avons le même potentiel, etc. Donc, c'est une Alors, dynamique il nous longue. reste quelques minutes. Alors, qui est même importante. question. Donc, on a parlé des colonies. On entend aussi parler de gouverneur aujourd'hui pour désigner donc, le préfet de la Martinique. Est-ce que c'est juste une question sémantique ou c'est exactement la même chose? Qu'est-ce qui différencie le préfet Le actuel gouverneur, et le gouverneur? le gouverneur a une méthode de direction, de gouvernement qui est autoritaire parce qu'il n'est pas soumis au contrôle d'une assemblée. Et vous pensez que c'est Il pas n'est le pas- cas en il ce n'est pas- moment il- avec le préfet? Le Attendez. gouverneur est la voix de celui qui gouverne en France. France. Suivant les périodes, il va être la voix du roi, il va être la voix du président, ça va dépendre des périodes, Comme le préfet? comme le préfet. C'est-à-dire qu'il reçoit ses ordres de la France et il applique, parce que nous sommes dans une société, dans la colonie, quoi qu'en dise M. Château-Desgas, nous sommes dans une société qui est hyper hiérarchisée, avec au bas de l'échelle une population issue de cette abolition de l'esclavage qui n'est pas lettrée. Tout le monde ne va pas au lycée Schellcher. Tout le monde ne va pas à l'école parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut manger, il faut se nourrir, etc. Et par contre, parmi les anciens libres de couleur, ce qu'on appelle les mulâtres, vous avez effectivement des gens qui vont émerger et qui vont faire des études, qui vont partir en France, qui vont faire des études, qui vont même devenir ministres, sénateurs, députés, etc. Et parmi eux, effectivement, il y a Aimé Césaire, mais là, on est vraiment au XXe siècle. Du coup, le préfet, comme le gouverneur, c'est le porte-parole de ceux qui gouvernent au niveau absolument. national. Oui, C'est le c'est un représentant. administratif. Mais du coup, en fait, ça n'a rien changé. C'est c'est le l'administration représentant. française qui est dans la colonie et après, dans le département, nous avons des préfets. Alors, le il nous reste représentant quelques de minutes. l'État. Est-ce qu'on peut parler de cette légende qui n'en est pas une, apparemment? On parle beaucoup de vie chère, on parle... voilà. Et il y a de l'or. Il y aurait de l'or qui serait caché en Martinique. Est-ce qu'on peut en parler, Madame Mélien, de cet or il faut aller chercher, d'ailleurs. L'or L'or n'a en pas été Martinique. caché puisque tout le monde sait qu'il y avait de l'or. d'accord, il y a de l'or en Martinique. Donc, comment est-ce qu'on peut en Il parler? y avait Il y avait de l'or. C'est une partie de l'or de la Banque de France, puisqu'au moment où les Allemands vont envahir la France, cet or était déjà embarqué. C'est-à-dire qu'il y a eu... les gens ont commencé à préserver toutes les richesses que pouvait avoir la France, à les cacher un peu partout. Et cet or va d'abord partir au Canada. Et quand il va y avoir Mersel Kébir, dont on ne parle pas suffisamment sur l'impact que ça a pu avoir dans nos colonies, eh ben, cet or va être ramené rapidement vers la Martinique, qui est la tête de pont pour les Antilles et la Guyane, puisque c'est là où est installé également l'amiral Robert. Et cet or va transiter dans une salle qui est assez profonde, au Fort de Zé. Il faut descendre sous la terre. Va être entreposé durant toute la période de la seconde jusqu'en Lors de la Banque de 1943, France. jusqu'à la fin de la guerre. Et l'amiral Robert doit faire la promesse aux Américains que cet or ne va pas servir à autre chose que la préservation pour laquelle il est là. Du coup, en l'or n'est plus Martinique. là ou on peut toujours aller le chercher? Non, il n'y a pas d'or. L'or est retourné à la Banque de France. Alors, lors des journées de patrimoine, on peut aller visiter Là où était la entreposé banque. Oui, Ça s'appelle oui. la banque. La banque. Oui, oui.
de France. D'accord. Alors, est-ce que du coup, l'amiral Robert, au final, ne nous a pas protégés d'une invasion américaine? On aurait pu être envahi ici par les Américains, notamment peut-être pour récupérer l'or. Non, ou il nous a protégés ou pas du tout, l'amiral Robert? Enfin, dans les ressources, j'ai jamais vu à aucun moment que les Américains ont souhaité envahir. C'était pas un projet d'envahir. Ils auraient pu. Moi, je l'ai pas lu en tout cas. Ils auraient pu. Ils auraient pu. C'est-à-dire qu'ils ont l'or leur posait un problème. L'existence de l'or leur posait un problème, puisque ça intéressait tout le monde, y compris les Allemands. C'est-à-dire que la Martinique était sous surveillance, pas seulement par les Américains, mais également par Les Anglais. par les Anglais, Allemands. par les Allemands, etc. Alors, les Américains ne pouvaient pas attaquer. Ils auraient pu venir prendre l'or pour le mettre à l'abri des Allemands. Ils n'ont pas pu le faire parce que les Allemands, eux, n'étaient pas inactifs. Donc les Allemands avaient donné des consignes à l'amiral Robert, la consigne de couler l'or de façon à ce qu'il soit irrécupérable. D'accord ? Et l'amiral Robert était obligé de faire mine d'appliquer les consignes allemandes. Donc il a accepté la mission. Il a fait... Saborder l'Émile Bertin. Avant cela, Mais il a fait des prospections maritimes pour déterminer le lieu où l'or serait immergé assez profondément pour qu'avec les moyens techniques de l'époque, il soit effectivement irrécupérable. Si bien que toute intervention des Américains, il était prêt à couler l'or. Il avait fait ce qu'il fallait pour être prêt à le couler, même si je pense qu'il n'a jamais eu l'intention de le faire. Ouais. Donc, ce qui fait que les Américains, si les Américains avaient effectivement tenté une agression de la Martinique, l'eau aurait été perdue, les navires auraient été coulés. Il avait fait installer des mines sur les navires afin que les navires soient explosés et détruits pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des Et pareil Américains. pour les 107 avions qui Pour les étaient... Il y avait des avions également. également qui Pareil étaient pour les qui étaient 107 avancés. avions. Tout était miné de Exactement. telle sorte que toute intervention américaine risquait. Donc, de ce point de vue, oui. Il aurait pu. Il a gêné Il nous a une protégés. intervention. Enfin, il nous aurait. Oui. Voilà. Alors, on a posé donc la question, puisque en temps Roubaix est une période de privation, dit-on. Donc, on a demandé donc aux internautes de nous dire quelles sont les choses qui ont été les plus difficiles, en tout cas, de s'en priver aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un qui a mis des capotes. Je ne sais pas pourquoi la personne a mis ça. L'essence, etc. Donc, c'est une question qu'on a posée. Quelles sont les choses, en tout cas, parmi les commentaires, les choses les plus difficiles à s'en priver? Et on a eu quand même pas mal de réponses. Est-ce qu'on aurait pu envisager, puisqu'il nous reste quelques minutes, qu'une situation telle qu'on a connue sous l'époque de l'amiral Robert peut se reproduire encore aujourd'hui, ou c'est quelque chose de totalement farfelu? Est-ce qu'il y a des bouleversements? Est-ce que maintenant on est autosuffisant? Voilà. Est-ce qu'on aurait pu envisager qu'on reconnaisse cette période aussi difficile? Est-ce qu'on pourrait même dire que, par exemple, en 2009, la petite période de grève ou de privation, c'était un peu semblable à ce qu'on a connu? C'était pire ou moins pire? Très Alors, rapidement, il nous reste quelques minutes. Est-ce les deux ne sont pas comparables parce que le contexte n'est pas le même. Donc, on ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas comparer une période de grève intense et une période de guerre. C'est deux choses complètement différentes. Tout peut s'imaginer. On n'avait pas vu venir le Covid. On ne l'avait même pas imaginé et pourtant le Covid est arrivé. Donc, on peut tout imaginer comme chose qui pourrait arriver sur la Martinique. La seule chose qu'on peut retenir de cette période, je suis très admirative de l'inventivité des Martiniquais. C'est-à-dire qu'ils sont capables, dans une situation très dure, de pénurie, de trouver des solutions. Nous sommes une population très créative. Et voilà. peu importe la situation, même si on n'a pas qui fait notre bonheur dans le quotidien, on arrive quand même à contourner ces difficultés pour faire en sorte d'être bien. Alors, pas le bien flamboyant dans lequel on peut être quand on a tout, mais on arrive quand même à contourner la difficulté. Et puis, des fois, le voisin avec qui on a des histoires, en période de pénurie, on arrive à trouver de l'entente et à échanger et à mettre en place du troc. Alors, il nous reste 1 minute pour terminer, Monsieur Richard Châteaudégard. Quelle a été la fin pour l'amiral Robert? On sait qu'il a été accusé de collaboration. Il a été incarcéré à Fresnes, puis condamné à 10 ans de travaux forcés. Il a été même
il a eu une amnistie. Pourquoi on l'a amnistié et on lui a remis ses médailles? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, en une minute, de la fin de l'amiral Robert, pourquoi il a quitté la Martinique et comment ça s'est fini pour lui? Oui, justement. C'est parce que les choses sont beaucoup plus complexes qu'on a l'habitude de le dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas facile de situer l'homme, parce que sa politique a été une politique extrêmement... sa stratégie a été une stratégie extrêmement délicate, extrêmement intelligente. C'est un homme qui a navigué entre deux eaux, c'est-à-dire qu'il n'a jamais annoncé qu'il ne rejoindrait pas la France libre, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais posé en opposant à De Gaulle. Il a toujours tenu un discours qui consistait à dire « ce n'est pas encore le bon moment ». Donc, soyons patients, soyons intelligents. Nous ne sommes pas suffisamment informés. De Gaulle n'a pas encore réussi à unifier le mouvement de la résistance en France. Donc, nous ne pouvons pas encore nous engager, etc. Donc, c'est un homme qui a fait patienter. Il a fait patienter. Ce n'est pas un homme qui a été si détesté que cela par la population. Pourquoi on a une vision méchante de lui? Et à chaque fois que je parle avec des camarades, c'était quelqu'un de méchant, etc. Pourquoi on a cette vision-là? Il nous reste quelques secondes. Pourquoi on avait cette vision méchante de lui? Par rapport à la période, en fait, la dureté de la période. D'accord, ok. Mais alors, il ne faut pas oublier quand même que durant cette période, il y a du racisme. Les gens ne sont pas acceptés. Les marins font des exactions. Donc, c'est tout cet ensemble qui rend l'amiral Robert détestable, en fait. Mais en même temps, les gens faisaient la différence entre lui et les marins. Il est revenu en Martinique après sa période en tant que gestionnaire ou il n'est jamais retourné en Martinique, il est mort à Paris. Est-ce qu'on sait s'il a un souvenir de la Martinique? Est-ce qu'il aimait la Martinique? Il a écrit un journal. Il a écrit ses mémoires, du moins. Il a écrit ses mémoires, La France aux Antilles, qu'on peut acheter sur le net, où il raconte un peu sa vision des Antilles durant la période où il y était. Alors, la période d'Antoine Robert a été marquée aussi par un épisode très connu en Martinique, en tout cas qui a marqué la Martinique, qui est la dissidence. Et donc, la dissidence, ce sera le sujet de notre prochaine émission avec les mêmes experts. On va parler de ces Martiniquais qui ont donc quitté la Martinique pour rejoindre la France libre du général de Gaulle. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission en temps Robert. J'espère que vous avez eu quelques éclairages. Je vous invite effectivement à rencontrer nos experts sur ces questions-là qui pourront vous aiguiller sur cette période très fondatrice, en tout cas, de l'histoire de la Martinique. Merci à vous et à très bientôt dans Mise à fait.